Bonjour les petits champignons, comme vous pouvez le voir, on s'est fait un grand ami avec notre Pokémon. Ouais, je crois qu'il a pas l'air de trop apprécier. Ça devait pas être très terrible, mais je crois qu'on va se battre. Et ça me déplaît grandement. C'est pas grave, puisque de toute manière, ici, on va partir du principe que peut-être ça va nous donner l'idée à réfléchir à toutes ces attaques qu'il essaie de m'envoyer. Peut-être qu'on va pouvoir imaginer comment on va travailler la couleur et l'abstraction à travers l'art. Sur ce, suivez-moi dans cette aventure. C'est parti! Pour commencer, nous allons plonger dans ce vaste monde qu'est la couleur en tant que matière et pigment. Si on prend notre palette de couleurs et que l'on observe ici le travail de Paul Sérusier, le Talisman en 1888, on peut voir que nous avons vraiment des aplats de couleurs assez simples qui vont transformer cette composition en à la fois une représentation abstraite, mais qui tend vers une certaine figuration, puisque on reconnaît ici quand même un paysage avec son reflet au sein de l'eau. Mais avant, il faut aussi réfléchir donc à ces couleurs, comment elles sont créées, et donc évidemment à travers des pigments. Donc les pigments, à travers par exemple cette œuvre qui représente l'atelier de Vannes en 1593, qui représente comment justement les pigments d'origine assez variée, minérale, végétale ou artificielle, vont permettre la création de ce processus de la peinture. Donc on voit quand même qu'il y a un effort assez minutieux des artistes afin de créer cette couleur en les broyant et offrant un aperçu quand même de comment la couleur déjà peut constituer une certaine matérialité. Et ça, on peut le voir notamment avec l'œuvre ici d'Anish Kapoor, Celebrate I Discovered, en 1980, une sculpture quand même plutôt abstraite, où on peut voir comme ça des monticules de pigments formant des pyramides, des montagnes, et ça va en fait illustrer comment les matériaux colorés peuvent réellement transcender un rôle traditionnel et se métamorphoser en forme plutôt abstraite, et aller au-delà des conventions artistiques que l'on avait pour l'époque. Et donc on va comprendre ici que la couleur n'est pas simplement une nuance, mais un matériau, une matière riche. Les pigments ont une histoire et permettent donc des créations assez infinies. Et notamment donc la question de l'abstraction. Ainsi, si jamais on part dans l'abstraction, on peut voir que les couleurs vont prendre vie au-delà de ce que l'on imagine de la réalité, de ce qui est représenté de la réalité, c'est-à-dire la question déjà de la ressemblance. Par exemple, l'œuvre Les Masques de 1911 d'Emile Nolde nous montre une certaine ressemblance à la réalité, on reconnaît les masques. Toutefois, on peut voir que cette ressemblance commence à se transformer au fil de l'œuvre avec des lignes comme ça qui se distendent progressivement et part vers une certaine abstraction. Donc ça, c'est une démonstration de comment justement l'artiste peut jouer des couleurs pour dépasser les contraintes par le figuratif, les contraintes du figuratif. Si on explore par exemple ici l'œuvre de Mark Rothko, sans titre de 1969, on a des aplats de couleurs qui semblent esquisser un coucher de soleil ou une lumière diffuse. Et en fait, dans les œuvres de Mark Rothko, l'abstraction va se manifester notamment à travers des représentations minimales qui offrent une vraie liberté d'interprétation au spectateur. Le spectateur réfléchit à ce que lui transmet l'œuvre. On est vraiment sur une expérience en fait visuelle unique à chacun. Et si on continue sur cette exploration de l'abstraction, on peut voir que ça permet aussi le geste comme en fait outil de cette abstraction. Et ça devient crucial, comme par exemple le travail de Jackson Pollock et ses drippings, ou par exemple dans son œuvre emblématique de 1951, des projections spontanées de peinture créées par un geste artistique va donner naissance à l'abstraction et occuper l'intégralité de l'espace de la toile.
Donc en fait, l'imagination et l'abstraction s'entremêlent, d'accord, lorsque l'on parle comme ça de ces œuvres telles que Dripping ou Masque. Et donc, si on va au-delà de ce qu'est le figuratif, on peut aussi permettre d'avoir des œuvres qui sont beaucoup plus intemporelles et qui peuvent être des évocations pour chacun très différentes. Parce qu'en fait, le geste artistique et qui occupe l'espace, par le mouvement du créateur, c'est une force quand même assez importante dans l'expression artistique. Jackson Pollock, dans son expression, c'est vraiment une danse créative. D'accord ? C'est une abstraction assez intense qui va couvrir chaque centimètre de la toile. Et en fait, cette approche montre que le geste est très significatif dans le résultat final. Donc si on mêle en fait cette idée du geste dans l'abstraction et du pigment de la couleur, on peut directement en fait remonter dans le temps et explorer les origines même de la peinture. Les hommes préhistoriques, avec l'art pariétal, utilisaient déjà donc des projections de peinture sur les parois des grottes. C'est une pratique donc qui est une première manifestation déjà du besoin humain d'occuper l'espace par la couleur. Donc déjà un précurseur du geste artistique de Pollock. Par exemple, pour illustrer ce concept de l'art pariétal, on peut évidemment voir ici la grotte de Lascaux, 1700 000 avant notre ère, où on a cette fresque préhistorique qui présente des éléments figuratifs assez reconnaissables, mais qui offre également aussi une certaine abstraction avec des taches, des points, des aplats de couleurs. Donc c'est une preuve aussi de la façon dont l'art peut occuper l'espace de manière assez polyvalente, en allant au-delà de la simple représentation figurative, et de la simple question de la ressemblance. Donc cet art pariétal offre un aperçu assez important de comment justement l'expression artistique a toujours été très important, que ce soit justement en mêlant représentation figurative, abstraite, et avec cette question de la couleur. De la couleur qui va renvoyer forcément à la question de la ressemblance à la réalité. On peut souligner également que l'art pariétal, c'est pas uniquement une représentation figurative, ça englobe également des compositions, des ressemblances parfois subtiles, brisant ainsi la notion selon laquelle l'art pariétal serait exclusivement figuratif. Bien, mais comme vous le voyez, ce qu'on a fait, c'est que c'est pas joli. On s'est plutôt bien battu pendant tout ça. Du coup, moi, j'ai essayé de me défendre avec du feu. Lui, avec ses plantes et sa glace, il s'est quand même bien défendu. Mais je pense que ça l'a en fait plutôt amusé. Je crois qu'il avait envie. Je crois qu'en fait, c'est dans leur nature aux Pokémon. Je trouve ça un peu étrange, mais ok, pourquoi pas. Comme vous pouvez le voir, on a essayé de partir sur quand même de quelque chose de très abstrait, mais avec des éléments figuratifs qui sont en fait des éléments qui vont être collés et ajoutés comme ça au sein de la peinture. En tout cas, maintenant, moi, je vous encourage à tenter vos propres expériences, à mélanger figuratif et abstraction dans des représentations qui sont toujours plus libres de votre pratique artistique. Sur ce, merci à vous, restez créatifs, au revoir.